J'ai remercié grand-père pour le cadeau de 5 000 $. Il m'a regardé, d'un air vraiment étrange, et a dit, 5 000 ? J'ai envoyé 300 000 $. Où est le reste ? Toute la table regardait ma mère. Elle est devenue blanche. Genre, vraiment blanche. Et j'ai souri parce que... Vous savez ce qui est plus effrayant qu'un inconnu qui vous vole ? Une mère qui vous tend une enveloppe sur votre lit d'hôpital, souriant alors qu'elle a déjà déplacé les 295 000 autres sur le compte de votre sœur. Vous voyez, les familles toxiques ne vous volent pas dans le noir. Elles le font en plein jour pendant que vous êtes sous ventilateur, trop malade pour vérifier votre téléphone, et ensuite elles appellent ça de l'amour. Je m'appelle Emma. J'ai 29 ans, et j'aurai 30 ans le 1er janvier, ce qui, oui, fait de moi un bébé du nouvel an. Tout le monde a toujours trouvé ça si mignon. Je suis programmeuse, je travaille à distance, ce qui est génial car je vis à environ 3 heures de train de mes parents. Ma sœur aînée, Robin, vit toujours dans notre ville natale, près de maman et papa. Robin a 33 ans. Nous n'avons jamais été super proches, mais nous ne nous détestions pas non plus, ou du moins c'est ce que je pensais. Alors, voici ce qui est important à savoir sur moi pour toute cette histoire. J'ai des problèmes pulmonaires depuis que je suis enfant. Des trucs chroniques. J'attrape froid beaucoup plus facilement que les gens normaux. Et quand ça arrive, ça me frappe fort. J'ai passé ma vie à entrer et sortir des cabinets de médecins. Inhalateurs, médicaments, tout le tralala. C'est juste ma réalité. Peu importe. Environ une semaine avant Noël, ma mère m'appelle. Un appel normal, rien de bizarre. Elle me dit, « Eh, tu rentres à la maison pour les fêtes ?» Et j'ai répondu, « Oui, bien sûr, parce que grand-père allait être au dîner de Noël et je ne l'avais pas vu depuis une éternité. Il me manquait. C'est le père de mon père. Et honnêtement, il a toujours été la seule personne de ma famille qui me comprenait vraiment, vous savez. » Et puis maman reste silencieuse une seconde et dit, « En fait, il vaut peut-être mieux que tu ne viennes pas. » Elle dit qu'elle et papa ont un rhume et que grand-père est malade aussi. Ce qui, d'accord, est juste, mais c'est aussi Noël. Je lui ai dit que j'avais déjà acheté des cadeaux pour tout le monde. Elle me répond avec ça, « Eh bien, ce n'est pas grave. Tu pourras nous les donner plus tard. » Très désinvolte, comme si elle parlait de rendre un livre à la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai dit, « D'accord, j'enverrai tout par coursier alors. » Et je jure que je l'ai entendu soupirer de soulagement. À l'époque, j'ai pensé que je l'imaginais peut-être. Ce n'était pas le cas. Mais attendez. Je dois revenir quelques mois en arrière parce que c'est important. Donc, 2 mois avant cet appel de Noël, j'ai fini à l'hôpital. Une mauvaise pneumonie. Genre, vraiment mauvaise. J'étais en unité de soins intensifs pendant une semaine entière, branché à un ventilateur, incapable de respirer par moi-même. C'était terrifiant. Je n'en parle pas beaucoup parce que, honnêtement, le simple fait de penser à cette semaine me serre la poitrine. Les bruits dans cette unité, les bips, les infirmières qui entrent à 3 heures du matin. Bref, c'était horrible. Quand j'ai finalement commencé à aller mieux et qu'on m'a transféré dans une chambre normale, ma mère est venue me rendre visite. Elle a pris le train depuis sa ville, est arrivée avec un petit sac et tout, et elle s'est assise à côté de mon lit et a dit que grand-père voulait me faire un cadeau. Puis elle me tend 5 000 $ en espèces. 5 000 dans une enveloppe. J'étais honnêtement si touché, allongé sur un lit d'hôpital à me sentir comme une épave et mon grand-père pense à moi. J'étais ému. J'ai dit à maman que je voulais l'appeler pour le remercier. Et elle, immédiatement, me dit, « Oh non, ne l'appelle pas. Son téléphone est cassé. Il l'a donné à réparer. » Juste comme ça. Sans pause, sans hésitation. En y repensant maintenant, elle avait cette réponse toute prête. Elle l'avait chargée et prête à l'emploi. Je n'ai pas discuté. J'étais trop fatigué et trop malade pour insister. Mais quelque chose clochait. Pourquoi en espèces? Grand-père virait toujours l'argent. Quand j'étais à l'université, il envoyait de l'argent sur mon compte bancaire. Toujours par voie électronique. Il est de la vieille école pour beaucoup de choses, mais pas pour les questions bancaires. Il a compris les virements en ligne il y a des années. Pourquoi aurait-il donné à ma mère une liasse de billets?
Mais j'ai laissé tomber. J'étais à l'hôpital. Je pouvais à peine marcher jusqu'à la salle de bain sans être essoufflé. Je n'allais pas m'asseoir là et interroger ma mère sur la façon dont grand-père avait choisi de m'envoyer de l'argent. Mon cerveau était en mode survie. Manger, dormir, respirer, prendre des médicaments, répéter. Oh, et je devrais mentionner ça aussi. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai reçu un tas de notifications sur mon téléphone, comme des notifications bancaires, quelque chose à propos de transactions sur mon compte. Je ne les ai pas lues. Je les ai balayées, supprimées. J'étais sous tellement de médicaments. La moitié du temps, je ne savais même pas quel jour on était. Qui lit des alertes bancaires quand il essaie de ne pas mourir? C'est vrai. Ce compte, d'ailleurs, c'est ce vieux compte joint que j'ai avec ma mère. Nous l'avions ouvert quand j'étais encore au lycée. J'avais ce travail après l'école et mes chèques de paie y allaient. Grand-père y virait aussi de l'argent quand j'étais à l'université. Pendant des années après ça, j'ai continué à y mettre de l'argent pour aider mes parents. Genre, je mettais 5 cents par-ci, 1000 par-là quand ils avaient besoin de quelque chose d'urgent. Ils n'ont jamais eu beaucoup d'argent et je m'en sortais bien avec mon travail de programmeuse, alors j'aidais quand je le pouvais. Dernièrement, cependant, j'utilisais à peine ce compte. Quand j'envoyais de l'argent à maman, je le faisais simplement par Venmo, c'était plus facile. Donc, ce compte était pratiquement inutilisé. Quoi qu'il en soit, je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré chez moi et j'ai essayé de me concentrer sur ma guérison. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Donc, environ 2 jours après mon retour de l'hôpital, je reçois un appel. C'est cette fille, Megan. Nous étions à l'école ensemble, nous ne nous étions pas parlé depuis un moment. Elle travaille dans une agence immobilière dans ma ville natale. Elle me demande comment je vais. Comment va ma santé? Le train-train habituel. Gentil de sa part. Et puis elle dit, très nonchalamment, comme si elle faisait juste la conversation, alors, quand est-ce que tu reviens en ville? Et avant même que je réponde, elle lâche ça, oh, au fait, ta mère est passée à notre bureau récemment. Elle cherche un appartement pour Robin. Je suis resté assise là, parce que quoi? Mes parents achètent un appartement à Robin. Avec quel argent? Ce sont des gens à qui j'envoyais 500 $, 1000 $ quand les temps étaient durs. Ils n'ont jamais eu d'économie. Pas des économies pour acheter un appartement entier. Alors, j'ai essayé de paraître normal et j'ai demandé à Megan, oh, c'est cool. Sa demande de prêt hypothécaire a-t-elle déjà été approuvée? Et Megan répond, non, non, ce sera un paiement comptant. Comptant? Un paiement comptant pour un appartement. Je l'ai remercié pour son appel, j'ai dit quelque chose sur le fait de se voir bientôt, j'ai raccroché, puis je suis resté assise sur mon canapé à regarder le mur. Mon cerveau faisait des calculs qu'il ne voulait pas faire. J'ai attrapé mon téléphone et je suis allé sur les réseaux sociaux de Robin, Instagram, Facebook, peu importe, et c'était là, juste sur sa page. Toute une publication sur le fait qu'elle était sur le point d'acheter son propre logement. Elle a écrit quelque chose comme quoi elle était si excitée d'avoir enfin son propre appartement et que lorsqu'elle emménagerait, elle organiserait la meilleure pendaison de crémaillère de tous les temps. Un tas de ses amis ont commenté avec des cœurs et des félicitations comme si c'était la chose la plus normale du monde. D'où vient l'argent? J'ai appelé ma mère. Je me suis dit, d'accord, peut-être qu'elle va juste me le dire. Peut-être qu'il y a une explication, un héritage dont je ne suis pas au courant, un investissement qui a rapporté quelque chose. Nous avons parlé pendant environ une demi-heure. Je n'arrêtais pas de soulever des sujets. Comment va Robin? Quoi de neuf? Des projets excitants? En gros, je donnais à ma mère des occasions de dire simplement, oh oui, nous aidons Robin à acheter un appartement. Elle n'en a saisi aucune. Elle a parlé de la météo, du travail de papa, du chien d'un voisin, de tout sauf de l'appartement. Alors, à la fin de l'appel, j'ai changé d'approche. Je lui ai dit que je prévoyais de rentrer pour Noël, que je voulais vraiment voir grand-père. La voix de maman a immédiatement changé. Elle dit, Emma, tu viens de sortir de l'hôpital. Tu pourrais attraper un rhume si facilement en ce moment. Et si tu avais des complications? J'ai dit, je n'ai pas vu grand-père depuis si longtemps. Je ne lui ai même pas parlé. J'ai dit, j'apporterai mon inhalateur et tous mes médicaments.
Je serai prudente. Ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Tu devrais rester à la maison et te reposer. Elle a continué à insister. Elle ne voulait vraiment pas de moi là-bas. Et rappelez-vous, c'était avant l'appel de Noël dont je vous ai parlé au début. C'était la première fois qu'elle essayait de me tenir à l'écart. Puis j'ai dit quelque chose qui a tout changé. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit. C'était presque au hasard. Je lui ai dit que je pensais mettre ces 5000 $ de grand-père sur notre compte bancaire joint. Vous savez, celui que nous partageons, juste pour les économiser. Silence de mort. Et puis la voix de maman est montée d'une octave complète. Elle fait genre, non, 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 Emma. Ne fais pas ça. Tu devrais dépenser cet argent pour toi. Achète-toi quelque chose de bien. Tu le mérites après avoir été si malade. Ne le mets pas sur le compte, garde-le simplement. Elle me suppliait pratiquement de ne pas toucher à ce compte. Et c'est là que ça a fait tilt. Genre, vraiment tilt. Quelque chose n'allait pas avec ce compte. Quelque chose n'allait pas avec l'argent. Quelque chose n'allait pas avec tout ça. Le cadeau en espèces, le téléphone cassé, grand-père malade, maman qui ne voulait pas de moi à la maison pour Noël. J'ai raccroché et je ne pouvais pas rester en place. Faisant les 100 pas dans mon appartement, les 5000 $ en espèces. Mégane disant paiement comptant. La publication de Robin. Maman esquivant chaque question. Maman paniquant à propos du compte joint. Le lendemain matin, je suis allé à la banque. Je suis entré, je me suis assise et j'ai demandé un relevé complet de ce compte joint. Celui du lycée, celui que j'utilisais à peine, celui pour lequel j'avais reçu des notifications alors que j'étais allongé en soins intensifs, trop drogué pour les lire. La femme l'a imprimé, m'a tendu ses pages, et mes mains sont devenues froides. Il y a 2 mois, à peu près au moment où j'étais à l'hôpital, mon grand-père a viré 300 000 $ sur ce compte. 300 000 $. Le jour même, ma mère a retiré 5 000 $. C'était mon cadeau. L'enveloppe qu'elle a apportée à mon lit d'hôpital, 5 000 sur 300 000. Et les 295 000 $ restants ont été transférés sur le compte personnel de ma sœur Robin. Je suis resté assis sur cette chaise de banque à regarder ces lignes. 300 000 $ entrés. Ma mère a pris l'argent de mon grand-père. Elle l'a pris pendant que j'étais sous ventilateur. Donc, après la banque, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking pendant, je ne sais même pas, 20 minutes, 1 heure. Je n'arrêtais pas de regarder ce relevé. Les chiffres ne changeaient pas, peu importe combien de fois je les lisais, mais j'avais besoin de connaître toute l'histoire. Alors, j'ai appelé mon grand-père et j'ai été prudente. Je n'y suis pas allé sans y aller par 4 chemins. J'ai juste dit, grand-père. Je voulais te remercier pour le cadeau. C'était si généreux. Et il répond, oh. Il avait l'air un peu agacé, en fait. Il dit, ta mère n'était pas censée t'en parler tout de suite. Et je suis là, quoi? Et il dit, je voulais te voir à la fête de Noël et te donner les clés moi-même devant tout le monde. Des clés. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai juste dit, des clés. En essayant d'avoir l'air confuse. Et il commence à expliquer. Il me dit que mon anniversaire approche. J'aurai 30 ans. Et il sait à quel point j'ai lutté avec mes poumons. Il dit qu'il y a des endroits sur la côte où le climat est meilleur pour les gens comme moi, des cliniques et des centres de villégiature spécialisés dans le traitement des poumons. Et il a décidé de m'acheter un appartement là-bas pour que je puisse déménager, pour que je puisse aller mieux. Il a viré 300 000 $ sur le compte et a demandé à ma mère, sa belle-fille, de s'occuper de trouver et d'acheter l'endroit parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'immobilier et qu'elle serait meilleure à ça. J'étais assise dans cette voiture et je ne sentais plus mon visage. Mon grand-père a économisé 300 000 $ pour que je puisse vivre quelque part où je pourrais respirer et ma mère les a pris et les a donnés à Robin à la place. Je voulais crier. Je voulais tout lui dire là, au téléphone, mais je ne l'ai pas fait parce que grand-père a une tension artérielle élevée. De sérieux problèmes avec ça. Et j'ai pensé que si je lui disais ça au téléphone, quelque chose pourrait lui arriver. Alors j'ai juste dit, grand-père, je te verrai certainement chez maman et papa le 24 décembre. Et il avait l'air si heureux. Après cet appel, les choses sont devenues bizarres avec maman.
Elle a commencé à m'appeler presque tous les jours. Chaque jour, toujours la même question. Tu viens pour Noël? Comme si elle vérifiait, s'assurant que je resterais à l'écart. 2 jours avant Noël, je l'ai appelée moi-même. J'ai pris ma meilleure voix fatiguée et je lui ai dit que j'avais décidé de ne pas venir, que je resterais simplement à la maison pour récupérer. Me reposer après l'hôpital. C'est probablement mieux comme ça, ma chérie, a-t-elle dit. Elle avait l'air si soulagée à nouveau. Ce soulagement dans sa voix, ça m'a rendu malade. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà acheté un billet de train. Le 24 décembre. Je me suis présenté à la porte de mes parents. J'ai juste sonné. Pas d'avertissement, pas d'appel. Maman a ouvert la porte et son visage. J'aurais aimé que vous puissiez le voir. Sa bouche est littéralement tombée. Papa est apparu derrière elle et il s'est figé aussi. Robin était dans le salon et j'ai vu sa tête se tourner brusquement. Je suis entré en souriant et j'ai dit, surprise. J'ai décidé de venir. Après tout, personne n'a bougé pendant une seconde. C'était comme s'ils avaient tous oublié comment fonctionnaient leurs jambes. Et puis grand-père est sorti de la cuisine et tout son visage s'est illuminé. Il m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais à peine respirer, ce qui, avec mes poumons, veut tout dire. Il a attrapé ma main et m'a tiré pour m'asseoir à côté de lui à table. Il était si heureux de me voir. Il n'arrêtait pas de me tapoter le bras. Nous nous sommes tous assis pour le dîner. Et c'est là que c'est devenu évident. Mes parents et Robin étaient généralement les plus bruyants au dîner de famille. Maman racontant des histoires, papa faisant des blagues stupides. Robin montrant des trucs à tout le monde sur son téléphone. Mais cette nuit-là, silencieux, parlant à peine, picorant leur nourriture, ne me regardant pas. Les autres membres de la famille l'ont remarqué. Mon oncle jetait des coups d'œil autour de lui. Ma tante a demandé à maman si tout allait bien. Maman a juste souri et a dit qu'elle était fatiguée. Et puis grand-père s'est levé. Il s'est vraiment levé de sa chaise et s'est éclairci la gorge. Toute la table s'est tue. Il a dit qu'il voulait dire quelque chose d'important. Il a dit qu'Emma, moi, allait avoir 30 ans le 1er janvier. Il a dit que j'avais été malade toute ma vie, luttant avec mes poumons, entrant et sortant des hôpitaux. Il a dit que j'avais besoin d'un endroit où le climat pourrait m'aider, où je pourrais réellement recevoir un traitement et me sentir mieux. Et puis il a dit qu'il avait décidé de me donner un appartement sur la côte en cadeau, un endroit près de cliniques et de centres de villégiature spécialisés dans les maladies pulmonaires. Je regardais le visage de ma mère pendant qu'il parlait. Elle serrait sa fourchette si fort que ses jointures étaient blanches. Grand-père a dit qu'il avait viré 300 000 $ pour acheter cet appartement. Il a dit qu'il avait demandé à ma mère de s'occuper de l'achat parce qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'immobilier lui-même. Puis il s'est tourné vers elle et a dit, « Alors, apporte les documents et les clés pour Emma. » Toute la table regardait ma mère. Elle est devenue blanche, genre, vraiment blanche. Je n'ai jamais vu le visage de quelqu'un perdre sa couleur aussi vite. Et j'ai souri. Donc, voilà ma mère, blanche comme un linge, toute la table la dévisageant. Et j'ai juste souri et dit, « Grand-père, tu m'as déjà fait un cadeau, pourtant. Maman m'a apporté 5 000 $ quand j'étais à l'hôpital. Elle a dit que c'était de ta part. » Grand-père m'a regardé, puis l'a regardé. 5 000 ? J'ai envoyé 300 000 $. Où est le reste? Mon père est intervenu très rapidement. Il dit, « D'accord, tout le monde, calmons-nous. Nous parlerons de ça après le dîner. Papa, tu es probablement confus. Tu mélanges les choses. » Et grand-père, j'adore cet homme, répond. J'ai une excellente mémoire et j'ai un relevé bancaire montrant le virement. Alors je me suis levé. J'avais les relevés dans mon sac. Je les ai sortis et les ai posés sur la table. Juste là, entre la purée de pommes de terre et la sauce, j'ai montré à tout le monde les transactions. 300 000 $ entrés. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai montré la publication de Robin sur les réseaux sociaux. Celle où elle se vante d'acheter bientôt son propre appartement. Je l'ai montré à tout le monde à table. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Et puis maman dit, « Eh bien, quelle est la différence? Quelle fille obtient l'appartement ?» Grand-père l'a regardée comme si elle avait perdu la tête. Il a dit que ça faisait une énorme différence.
L'argent était pour Emma, seulement pour Emma, pour sa santé. Et s'ils ne le rendent pas, il appelle la police. Il a dit qu'il avait des messages textes entre lui et maman où il est clairement indiqué que les 300 000 $ étaient spécifiquement pour moi. C'est à ce moment-là que Robin a perdu le contrôle. Hurlant de toutes ses forces. Je ne rends rien. J'ai un petit ami. Nous allons nous marier. Nous en avons besoin. Grand-père n'a pas bronché. Il a dit qu'il appellerait la police tout de suite. Et puis il s'est tourné vers mon père et a dit, quand le bureau du maire où tu travailles apprendra ça, je ne pense pas qu'ils fermeront les yeux. Papa est devenu blême. Maman a commencé à pleurer, comme des sanglots à table. Elle dit, nous le rendrons. Nous rendrons tout. Et Robin crie toujours qu'elle ne rendra rien, que ce n'est pas juste. Maman a attrapé Robin par le bras et l'a traîné dans l'autre pièce. Nous pouvions tous les entendre à travers le mur, crier, jurer. Robin criant des choses que je ne peux même pas répéter. Maman lui répondant en criant. Les autres membres de la famille se sont simplement levés et sont partis. Oncle, tante, tout le monde a pris son manteau et est sorti. Personne n'a dit au revoir. Environ 15 minutes plus tard, maman est revenue. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle a dit qu'il rendrait la totalité du montant après les fêtes. Grand-père a simplement hoché la tête, a appelé un taxi, et nous sommes partis ensemble. Nous avons célébré Noël chez lui. Juste nous deux. C'était le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. Et je n'exagère même pas. Nous avons commandé de la nourriture chinoise et regardé de vieux films. Et le 1er janvier, il a acheté un gâteau d'anniversaire. De cette boulangerie où il va toujours. C'était au chocolat. Il s'en était souvenu. Le 3 janvier. J'ai vérifié le compte. 295 000 $ étaient de retour. J'ai immédiatement transféré chaque centime sur mon compte personnel, comme en quelques secondes. Je ne prenais aucun risque. Puis j'ai appelé Megan, mon amie de l'agence immobilière. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour trouver un appartement sur la côte, quelque part avec un bon climat pour les poumons. Elle a trouvé des options. Nous avons tout fait à distance et elle m'a aidé à conclure l'affaire dans un autre état. L'ensemble du processus a pris quelques semaines. À peu près à ce moment-là, grand-père m'a appelé et m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit qu'il avait réécrit son testament. Tout me revient maintenant. Tout. Mes parents et Robin ont reçu une notification officielle qu'ils avaient été retirés. Et puis les appels ont commencé. Maman, papa, Robin, tous. Appels, textos, messages vocaux, sans arrêt. Pleurs, culpabilisation, menaces, excuses. Je répondais la même chose à chaque fois. Toutes les questions vont à grand-père, pas à moi. Finalement, j'ai arrêté de répondre. J'ai déménagé dans mon nouvel appartement. C'est près de l'océan. Il y a une clinique à proximité. J'ai commencé le traitement. Grand-père est venu à ma pendaison de crémaillère environ un mois plus tard. Il m'a dit que mes parents et Robin s'étaient présentés chez lui en suppliant d'être réintégrés dans le testament. Il les a mis dehors. Oh, et j'ai découvert plus tard que l'histoire s'était ébruitée. L'histoire a atteint le lieu de travail de mon père d'une manière ou d'une autre. Il a dû démissionner. Et Robin et son fiancé, ils ont reporté le mariage. C'était il y a environ 1 an maintenant. Ma santé est en fait meilleure. Le climat ici aide vraiment. J'utilise mon inhalateur beaucoup moins qu'avant. Grand-père me rend visite tous les 3 mois. Nous parlons beaucoup au téléphone. Il se porte bien pour son âge. Maman a essayé d'appeler le mois dernier. J'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. Elle a dit que je lui manquais. Je n'ai pas rappelé. Peut-être que je le ferai un jour. Je ne sais pas. Cette histoire prouve quelque chose d'important. Les personnes qui vous blessent le plus ne penseront jamais qu'elles ont fait quelque chose de mal. La mère d'Emma a littéralement dit, quelle est la différence? Quelle fille obtient l'appartement? 300 000 $ volés à un enfant malade et elle ne pouvait même pas voir le problème. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Et si vous reconnaissez ce schéma, vous n'êtes pas seul ici. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez vos pensées dans les commentaires.